Bonjour, 12 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. À la une de l'actualité, à Tivaouane, découverte d'un cadavre enterré chez un marabout le jour de la Korité. Le corps a été déterré par la gendarmerie sur ordre du procureur hier nuit. Puis les nouvelles limites de la commune de Djida-Tcharekao distraient la partie nord-ouest de la commune et cette partie est rattachée à la commune voisine de Wakinam-Nimzat, une partie qui concerne le marché Boubès, objet de contention entre les deux communes et dont la Cour suprême a tranché en faveur de Djida-Tcharekao. Le maire Dr Cherdiang parle de nullité et annonce une résistance politique et juridique pour cette partie. Vous entendrez la correspondance de Elhaj Moussatiam dans ce journal. Pendant ce temps, à Matam, plusieurs centres d'examen du baccalauréat seront délocalisés cette année pour parer à d'éventuelles inondations. Décision de la France de suspendre ses opérations militaires conjointes avec les forces maliennes pour le retour d'une transition civile. La direction de Timbuktu, le directeur de Timbuktu basé à Dakar décèle un message pour rassurer les Français et un signal pour les nouvelles autorités maliennes. Vous l'entendrez dans ce journal. L'actualité sportive, la revue de la presse et la page culture complète ce journal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. À la présentation, Papa Abdoulaye Diaye assure la mise en onde de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. À Tivaouane, cadavre enterré, c'est un marabout. Chez un marabout, le jour de la Korité a été déterré par la gendarmerie sur ordre du procureur. Hier nuit, plus de détails avec Baba Karso. Rocambolesque affaire à Tivaouane, un corps enterré dans la maison d'un célèbre marabout le jour de la Korité a été déterré par les éléments de la brigade de gendarmerie de la cité religieuse hier nuit sur ordre des autorités judiciaires. Selon nos sources, c'est un détachement de la gendarmerie qui est discrètement venu hier nuit dans le domicile de ce marabout pour brandir l'autorisation d'exhumation de ce corps qui a été mis en terre pour rappel le jour de la Korité. A signaler aussi que la gendarmerie vient d'ouvrir une enquête sur ordre du procureur pour l'élucidation de cette affaire et ses circonstances. Une véritable traînée de poudre depuis 10 heures où l'affaire a été ébruitée. Une affaire à suivre. Tivaouane, Baba Karso pour Sud FM. Baba Karso, les nouvelles limites de la commune de Djida-Tcharekao distraient la partie nord-ouest de la commune et cette partie est rattachée à la commune voisine de Wakinam-Nimzat, une partie qui concerne le marché Boubès, objet de contentieux entre les deux communes et dont la Cour suprême a tranché en faveur de Djida-Tcharekao. Le maire Dr Cherdiang parle de nullité et annonce une résistance politique et juridique pour cette partie. Une correspondance de Elhaj Moussatiam. Le maire de la commune de Djida-Tcharekao, le Dr Cherdiang, s'est indigné sur la nouvelle délimitation de la commune. Ainsi, dans les annexes du décret à la page 37 du document, une glissade d'une nouvelle disposition qui redéfinit les limites de la commune de Djida-Tcharekao qui distrait la partie nord-ouest de la commune pour la rattacher à la commune voisine de Wakinam-Nimzat. Et cette partie concerne rien d'autre que le marché Boubès qui a été l'objet d'un contentieux vidé finalement par la Cour suprême. Pour le maire de Djida-Tcharekao, cette décision du président Macky Sall est une satisfaction à la demande du maire Aliou Sall qui n'a pas fini de réclamer cette portion de son territoire communal. À en croire le maire, pas question de céder cette partie de la commune car ce contentieux avait été soumis à l'arbitrage de la Cour suprême depuis 2015 et que la Cour suprême avait même tranché en faveur de la commune de Djida-Tcharekao. Pour Dr Cherdiang, le président, avec son nouveau redécoupage, tente de contourner l'arrêt de la Cour suprême par la voie administrative. À en croire toujours le maire libéral, le contournement de la justice par un décret immoral et indigne démontre à quel point le président Macky Sall est déterminé à combattre ses adversaires politiques. Le maire de renchérir pour indiquer que ce dernier a malheureusement oublié par précipitation de respecter la loi en son article 78 du Code des collectivités territoriales qui fait l'obligation de consulter le conseil municipal. Face à cette décision, les populations de Djida-Tcharekao spoliés apporteront une réponse politique et juridique, a soutenu le maire de la commune de Djida-Tcharekao, le Dr Cherdiang. Banlieue dakaroise, Elhaj Moussatiam, Radio Sud FM. Elhaj Moussatiam, plus de 80 conducteurs de vélo-taxi et élèves formés sur la sécurité routière
Une initiative de l'ONG Laser International et ses partenaires pour limiter les dégâts causés par les 2 roues sur nos routes. La présidente de Laser s'est réjouie des avancées sur la loi concernant la limitation de vitesse de 30 km devant les établissements recevant du public. Awassar, présidente de Laser International, que nous écoutons avec Elhaj Moussadia. Il y a dans le nouveau code de la route des dispositions qui sont prises par les autorités, par le ministère des Infrastructures. Déjà la sécurisation des titres, parce que certains conducteurs roulent peut-être avec des faux permis. Ça, la numérisation des titres qui est en cours, puisque vous devez changer votre permis, vous avez, je pense, changé le permis de conduire, qui sera infalsifiable. Les cartes grises également, les plaques des véhicules, mais également la sanction qui est renforcée par les autorités. Nous avons dans le nouveau code de la route également les dispositions pour que dans les zones de vie, qui sont les écoles, mais également les lieux de culte, mosquées ou églises ou marchés, où les communautés évoluent, où il y a un mix entre les populations et les véhicules, que ces zones soient limitées à 30 km/h. Et quand c'est obligatoire de par la loi, je pense que les gens doivent le respecter et le respecteront avec plus de sanctions, plus de sévérité, parce que le ministère des Transports, la Santé et l'Intérieur travaillent en étroite collaboration, mais également avec nous, les chevilles ouvrières, qui sommes les associations et qui sommes sur le terrain pour sensibiliser encore plus, parce que la sanction n'est pas de notre ressort, mais du ressort des autorités. Alors nous travaillons de toute façon sous l'égide, mais les règlements de la nation. Donc les Jakarta étant interdits à Dakar, ces mototaxis qui sont ici formés aujourd'hui viennent des régions. Nous respectons scrupuleusement les réglementations nationales et les lois nationales. Et tous les partenaires avec lesquels nous travaillons, tous les mototaxis qui sont formés sont dans le strict respect de la loi. Ceux qui n'ont pas leur permis de conduire aujourd'hui, malheureusement certains n'en ont pas, se sont engagés à aller passer leur permis de conduire pour être en adéquation avec les lois et règlements du pays et également prendre des assurances. Et donc le président de la fédération vous a redonné cette assurance-là, Fédération des Jakarta. Donc nous, notre rôle n'est pas d'aller réglementer pour que Dakar autorise. Non, Dakar n'autorise pas et c'est selon les règles nationales. Et donc là où les motos Jakarta circulent, c'est là et sont autorisés, c'est là que nous sommes allés les former pour qu'ils puissent disposer du minimum de capacitation pour pouvoir emprunter les routes, qu'ils soient en sécurité, mais également que les autres usagers de la route soient en sécurité quand eux circulent. À Matam, plusieurs centres d'examen du baccalauréat de la région seront délocalisés cette année. C'est l'information qui est sortie du CRD sur la prévention et la gestion des inondations pour parer aux éventuels dysfonctionnements des examens prévus en plein hivernage. Des instructions ont été données pour d'ores et déjà cibler les sites de remplacement. Abdelrahman Dien. L'année dernière, les inondations avaient causé d'importants dégâts dans la région, notamment dans les quartiers périphériques de la commune de Matam. Ainsi, le CRD convoqué autour de la prévention et de la gestion des inondations a permis au gouverneur d'identifier les causes pour mieux adapter les solutions. C'est pour moi une occasion de passer en revue les causes ou les facteurs liés à la récurrence de ce phénomène-là. Pour ce qui est de la prévention et concernant la commune de Matam, nous avons préconisé la mise en œuvre des opérations pré-hivernales qui consistera au curage du réseau de drainage aussi bien des eaux pluviales que des eaux usées. Selon Mohamed Mokhtarouat, les infrastructures routières avaient fait les frais des eaux de ruissellement à cause de leur position entravante au passage des eaux de pluie. D'une manière générale, le tracé de la RN2 est perpendiculaire au sens général de la pente, ce qui fait que très souvent, tout ce qui est ruissellement nous venant de la zone du Djeri et du Ferlo transite de manière perpendiculaire par cette route-là, ce qui fait que très souvent il note en fait des dégâts. Mais avec la réhabilitation de la RN2, on y a aménagé beaucoup de passages d'eau, ce qui va réduire en fait la pression sur l'infrastructure routière. Cette année, comme l'année précédente, les examens du baccalauréat se tiendront en plein hivernage, d'où l'idée de délocaliser certains centres sujets aux inondations. J'ai demandé aux autorités administratives d'être également dans une posture d'anticipation, en envisageant déjà de délocaliser certains centres d'examen qui se trouvent dans des établissements très affectés par le phénomène d'inondation. À ce propos, je crois bien que l'exemple le plus illustratif est constitué par le lycée de Wouroussogi, qui se trouve véritablement aménagé sur une voie de passage d'eau. Il faut rappeler que selon les prévisions de l'ANACIM, l'hivernage va connaître un démarrage tardif dans cette partie du Sénégal. Matam, Abdelrahman Dien pour Sud FM. Abdelrahman Dien, direction Kaolakou. Les syndicats des travailleurs de l'agriculture ont battu le macadam ce matin. Ils ont arboré des brassards rouges et réclament des indemnités, n'est-ce pas, Mamadou Camara? Oui, vous avez raison de le dire. Nous sommes ici en direct depuis
le cœur de ville de Kaolack, où la manifestation pacifique encadrée et autorisée par les autorités administratives vient de finir. On peut dire que le syndicat des techniciens et travailleurs du ministère de l'Agriculture ont quand même réussi à relever le défi de la mobilisation. Ils sont venus de partout, de toutes les 14 régions du pays. Ils ont porté des brassards rouges, comme vous venez de le dire ici. Ils ont vraiment bravé la chaleur et battu le macadam à travers les grandes artères de Kaolack. Ces travailleurs et techniciens du ministère de l'Agriculture ont d'abord exigé le départ du ministre de tutelle, qui selon eux est incompétent. Ils ont également demandé des audits au niveau du ministère, en tout cas, de l'agriculture et de l'équipement rural. Selon eux, ils ont noté une certaine compétence et la gestion même, effectivement, de ce ministère. Ils ont également décrié la façon, bien la gestion gabegique des affaires au niveau de ce ministère. Ils ont également revendiqué des indemnités de logement, des risques et des technicités qui, depuis des années, ils ne cessent de revendiquer effectivement ces doléances. Donc, disons tout simplement que ces travailleurs et techniciens du ministère de l'Agriculture et du Développement rural ne comptent pas abdiquer. Ils ont seuls debout comme un seul homme, ils ont pris leur destin en main en portant des brassards rouges. Ils ont également dit que ces séries de manifestations seront effectivement étendues sur toute l'étendue du territoire national pour exiger le départ du ministre de l'Agriculture. Et s'agissant effectivement de la distribution des semences, ils ont également fait savoir au président de la République que les rapports ne sont pas bons parce que ce sont eux qui sont souvent sur le terrain, qui font des rapports, qui envoient effectivement au niveau de du ministère. Donc des rapports qui sont présentés au Conseil des ministres par le ministre de l'Agriculture ne sont pas bons du style. Ils sont en train de duper le chef de l'État et il faut auditer le ministère de l'Agriculture, ont-ils laissé entendre. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En attendant, c'est Mamadou Camara qui vous a parlé depuis Kaolack pour Sud FM. Merci beaucoup Mamadou Camara. 12h11 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Lutte contre le Covid-19, réception de 184 800 doses de vaccin AstraZeneca, un don de la France à travers l'initiative COVAX. Tout en appelant les Sénégalais à aller se faire vacciner, le ministère tire un bilan satisfaisant des 3 premiers mois de la campagne de vaccination. Josette Kali. À travers ces nouvelles doses, le ministère de la Santé se projette sur l'injection intégrale des deuxièmes doses d'AstraZeneca. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé. Ces doses vont nous permettre d'engager avec beaucoup, d'optimisme la deuxième dose de vaccin AstraZeneca. Sur la vaccination AstraZeneca, nous avons déjà effectivement donc fait la première dose pour beaucoup donc de Sénégalais, mais quelque part on s'inquiétait un peu par rapport au déroulement du processus de la deuxième dose. C'est 184 800 pour rassurer. Après un ralentissement constaté dans la campagne, la tutelle invite les populations à se rapprocher des structures sanitaires. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais pour leur demander de venir effectivement se vacciner. C'est fondamental, c'est important. Quelque part d'ailleurs, on nous signale la présence du variant indien dans la sous-région, ce qui nous pousse encore effectivement à être conscients que le salut en termes de protection se trouve dans la vaccination. J'aimerais donc insister là-dessus et lancer un appel de venir véritablement se vacciner parce que aujourd'hui, il est clair que la vaccination est une solution contre la COVID-19. Abdoulaye Diouf Sarr tire un bilan satisfaisant de la campagne de vaccination 90 jours après son démarrage. Nous avons fait un travail globalement très satisfaisant. Les 200 000 doses ont été effectivement globalement utilisées et on peut dire que dans le cadre de cette première initiative endogène nationale, nous avons effectivement donc bouclé le processus. Ensuite, nous avons reçu une deuxième livraison de l'initiative COVAX. Dans ce cadre-là aussi, nous sommes à 84% de l'utilisation de ce stock. Et nous étions en train véritablement de nous inquiéter en nous disant, mais compte tenu de la tension qu'il y a au niveau international, nous risquons d'avoir un retard dans la livraison de AstraZeneca pour engager la deuxième dose. Encore que ça ne posait pas de problème. Oui, nous sommes donc globalement très satisfaits de ce qui est en train de se faire. En attendant la venue des autres doses d'AstraZeneca, ces 184 800 doses offertes par la France vont permettre aux premiers preneurs de se faire administrer leur seconde dose.
Josette Kali, faisons justement le point sur la situation épidémiologique au sein du pays. 42 nouveaux cas positifs recensés, dont 10 cas contacts et 32 contaminations issues de la transmission communautaire. Aucun décès lié au Covid n'a été constaté durant la même période. Selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale, 441 581 cas de coronavirus, dont 40 201 guéris ont été dénombrés au Sénégal. La pandémie de Covid-19 a fait 1144 morts dans le pays. Concernant la vaccination, le bulletin indique que 460 755 personnes ont été vaccinées contre le coronavirus, dont 2588 durant la journée de jeudi. Et puis la Fondation Sonatel a investi 300 millions de francs CFA pour sortir des guerres de son anonymat à travers le projet Village. Elle vient de doter ce village de la commune de Mbar, dans le département de Gossas, d'infrastructures modernes de base. L'inauguration de ces bijoux a eu lieu jeudi. Gorsar. Deguer est sorti de l'anonymat grâce à la Fondation Sonatel qui vient de doter ce village de la commune de Mbar d'infrastructures modernes de base d'un montant global de 300 millions dans le cadre de son projet Village. Un poste de santé flambant neuf, entièrement équipé avec un logement pour l'infirmier chef de poste pour soulager les populations qui se soignaient au niveau de leur chef-lieu de commune distant de 7 km. La réhabilitation et l'équipement complet de l'école élémentaire, la construction du mur de clôture, l'installation de panneaux solaires, entre autres. Sekou Dramé, directeur général de la Sonatel. Ces investissements d'un coût global de 300 millions de francs vont contribuer à l'amélioration des conditions de vie et des populations de Deguer et environ. Dans le domaine de l'éducation, nous avons la construction et l'équipement de l'école élémentaire, la construction d'une salle polyvalente pouvant servir de bibliothèque, la construction de latrines et d'un mur de clôture pour sécuriser l'établissement. Nous avons également le programme éducation numérique qui a été déployé et qui est conçu pour amener dans les écoles défavorisées des contenus périscolaires avec des tablettes. Dans le domaine de la santé, la construction et l'équipement du poste de santé et la construction d'un logement pour l'infirmière chef de poste. Depuis 2015, la Fondation Sonatel a investi plus d'1,5 milliard pour contribuer à l'émergence de plusieurs localités. La Fondation a aussi procédé à la réhabilitation du forage d'Ondara de 2 salles de classe au niveau de Deguer. Elle a mis en place un espace maraîcher agroécologique d'une superficie de 5000 m² pour l'autonomisation des femmes. Ces dernières ont reçu d'ailleurs un véhicule pour leurs activités économiques. La population de Deguer est estimée à 6000 habitants. Gorsar, Fatick, Sud FM. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. La France suspend ses opérations militaires conjointes avec les forces maliennes pour le retour d'une transition civile. Une décision nuancée selon Bakary Samb, le directeur de Timbuktu, basé à Dakar, Bamako et Niamey, décèle un message pour rassurer les Français et un signal pour les nouvelles autorités maliennes. Bakary Samb est avec Adia Isseignan. Je crois qu'il faut comprendre cette décision comme étant une volonté d'Emmanuel Macron de joindre l'acte à la parole conséquemment à ces récentes déclarations sur une menace éventuelle de retrait. Mais cette décision quand même est nuancée. Il ne s'agit pas du retrait de la France et de ses troupes du Mali, mais il s'agit de suspendre les opérations conjointes avec l'armée malienne. Cette décision, il faut aussi comprendre que Emmanuel Macron s'adresse à 2 cibles. La première est l'opinion publique française à l'approche des élections qui commençait à douter de la pertinence d'une présence française au Sahel. Et cette décision à minima aussi est un signal assez fort vis-à-vis des nouvelles autorités qui commencent à avoir quand même l'appui populaire, notamment au niveau de la jeunesse, au niveau du M5 RFP et dernièrement avec l'imam Diko qui aujourd'hui va participer à des manifestations pour sceller une union sacrée du Mali autour des nouvelles autorités. Donc cette décision intervient à un moment critique où Macron voulait donner un signal, mais en même temps à un moment où il voulait faire montre d'une réaction plus ferme vis-à-vis de ce pouvoir qui gagne en popularité malgré le type de prise de pouvoir qu'on a observé dans ce pays. Et puis le président gambien Adama Barrow est arrivé en Guinée dans la soirée de ce jeudi pour une visite d'État et d'amitié.
Accueilli à sa descente d'avion par son homologue guinéen Alpha Condé, le successeur de Yaya Jammeh a indiqué à la presse qu'il est venu apprendre la politique du côté de son grand frère ou aux côtés de son grand frère. Adama Barrow a aussi soutenu que la fermeture de frontières entre la Guinée, le Sénégal et la Guinée-Bissau sera au menu des discussions ce vendredi au palais présidentiel. A rappelé que c'est la toute première visite du président gambien sur le territoire guinéen depuis son arrivée au pouvoir, nous dit notre correspondant depuis Adama, ou plutôt notre correspondant Amadou Ouri Bari. La Commission européenne a annoncé ce vendredi 4 juin avoir ouvert une enquête contre Facebook pour déterminer si le géant de l'Internet a enfreint les règles de concurrence de l'Union européenne dans l'usage des données publicitaires. Bruxelles veut établir si le groupe a utilisé des données publicitaires, en particulier recueillies auprès d'annonceurs présents sur ces plateformes afin de les concurrencer sur les marchés où Facebook est présent. Voilà. L'actualité sportive avec vous, Elhadj Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour Aïssatou, nous démarrons par le handball avec les Lions du Sénégal qui reçoivent le drapeau national. À l'instant même, au ministère des Sports, le Sénégal va participer à la CAN féminine de handball prévue du 8 au 18 juin donc au Cameroun. Nous parlons à présent de football avec les Lions du Sénégal qui vont jouer 2 matchs amicaux contre la Zambie et contre le Cap-Vert. Le premier match est prévu demain. Edouard Mendy, qui a remporté la Ligue européenne des champions, a rejoint la tanière. Edouard Mendy, qui a été accueilli, donc après avoir remporté la Ligue européenne des champions, il a été accueilli en grande pompe par ses coéquipiers. Nous l'écoutons avec Moustapha Sall. J'ai ressenti une grande joie. J'étais très fier de l'accueil qu'ils m'ont accordé avec tout le staff de l'hôtel et les gens qui travaillent ici. Donc je remercie vraiment tout le monde, ça m'a vraiment touché. J'ai beaucoup imaginé mon retour au pays après la victoire et je ne m'attendais pas à ça du tout, même à l'aéroport. Les Sénégalais, c'est les meilleurs et aujourd'hui je suis vraiment très fier de revenir avec ce trophée-là. Je pense à beaucoup de choses. Je pense à déjà où j'étais il y a quelques années. Jamais je me serais dit que à ce moment-là que je pouvais jouer une finale de Ligue des Champions et de la gagner. Je repense à tous les moments où j'ai douté et ma famille a été autour de moi. Je repense aussi à tous les efforts que j'ai fait, à tout le travail que j'ai fourni pour pouvoir jouer ce genre de match. Et je pense à tous ceux qui comptent aussi sur moi et qui sont à ce moment-là très fiers et qui sont comme moi en train de pleurer de joie. Je pense qu'il n'y a pas eu de déclic. J'ai continué sur mes performances que j'ai fait à Reims et à Rennes. J'ai élevé mon niveau, j'ai continué à travailler, j'ai écouté parce que pour progresser, faut savoir écouter. J'ai quelqu'un comme Peter Cech avec moi. Donc je l'écoute beaucoup, j'ai mes entraîneurs des gardiens, Hilario Henrique et James Rochelle qui m'aident beaucoup aussi. Donc vous êtes dans un club comme Chelsea, quand vous êtes dans un club comme Chelsea, je l'ai déjà dit, vous faites une bonne... C'est donc le gardien de but du Sénégal, Edouard Mendy. Nous parlons toujours de football avec les matchs amicaux. Ce vendredi, on suivra Rwanda contre Centrafrique à 14h et le match phare, ce sera entre le Cameroun et le Nigeria à 19h30, un match qui est prévu en Autriche. Nous parlons de football avec le championnat de première division avec la 19e journée. Le tableau des rencontres, tous les matchs sont prévus dimanche. Pour le compte de la Ligue 1, on suivra Tenguet FC contre Diambar, AS Pikine Casa Sport, Gorée Mbour, Petite Côte, Génération Foot de Thiès, Ndiambour Diaraf, Duc contre AS Douane et à Massensen, le Stade de Mbour qui reçoit l'équipe de Niary Tally. Et puis pour le compte de la Ligue 2, pour terminer, on suivra pour le compte de la 19e journée Wakam contre Africa Promo Foot, Diamono Fatick Port, Sineps, Amitié FC contre EJ Fatick, GF Godé Football Club contre Kermadior, Linguère Renaissance et Sonacos contre Thiès FC. Cette journée sera bouclée lundi 7 avec Dembo Diop qui fera face au Dakar Université Club Aïssatou Gueye-Ba. Merci beaucoup, Elhadj Malick Ndiaye. 12h23 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Et nous accueillons la page culture avec Amadou Moussa.